Ce paysage de vases, Ici, il faut prendre le temps d'observer, se poser et d'oiseaux, écouter. de sable. Un village tout petit, tout La modeste. forêt, Faire des huiles beaucoup plus Et chargées. on est heureux de puis vivre. la Je dune suis un descendant d'un des premiers et ostréiculteurs. enfin Un l'arrivée. paysage qui s'est rempli d'eau. Piraillant, le canon, jusqu'au ferry. Tu es entouré de beauté en fait quand tu es là. Il y a plus malheureux comme endroit. Je suis née dans cette chambre, voyez, face à ce beau paysage. Une escapade sonore vers la plage de la Vache Morte avec Fabien Argelas. Je m'appelle Fabien Argelas, je suis fils et petit-fils de pêcheurs, peut-être même arrière-petit-fils de pêcheurs ostréiculteurs. Je suis ce qu'on appelle un autochtone. Et voilà, je voudrais vous faire un petit peu découvrir cet accès à la plage Océane, qu'on appelle la Vache Morte. On est donc au bord de la route, on peut l'entendre. On s'est garé et là on découvre la forêt. Petit chemin, attention aux racines, parce que les arbres, les pins ici, ça fait des racines monstrueuses. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a comme arbre? Il y a beaucoup d'arbousiers aussi, il y a tout un tas de chênes. Alors ici ce qui est très sympa, c'est qu'il y a des chênes lièges, qui sont vraiment des chênes très beaux, avec des belles écorces. Et puis bien sûr beaucoup de pins, toujours beaucoup de branches qui se sacrifient au profit de tout ce qui pousse au-dessus. Donc ça fait des choses assez particulières. C'est un lieu que j'aime beaucoup. C'est une plage qui se gagne, il n'y a pas de caillebotis parce que c'est pas une plage surveillée. Quand il y a beaucoup de houle, on entend la mer, plus on se rapproche, plus limite on sent les vibrations. Voilà, c'est quelque chose qui est assez envoûtant. Si tu veux voir la mer, ça se mérite, il faut marcher. Il faut traverser cette fin de forêt et cette dune. En plus, on n'est pas certain que le spot de surf soit celui qui fonctionne le mieux. Donc il m'est arrivé régulièrement de monter 3, 4, 5 dunes, de passer la journée à monter et descendre des dunes, et pour finalement ne pas surfer à l'arrivée d'ailleurs. Donc voilà, le surf est un sport de frustration. Mais le jour où on a ce qu'il faut, où on a vraiment des belles vagues, ça redonne le goût. Nous arrivons à la lisière de la forêt où démarre la dune grise. Là, tu arrives à la fin, tu vois, c'est là. Là, c'est la jonction, la forêt. Vraiment fin de forêt, alors tu vois que les arbres ici, ils souffrent énormément parce qu'ils sont au vent tout l'hiver, au sel, parce qu'il y a quand même beaucoup d'embruns, à mon avis, qui doivent venir jusqu'ici. Donc ils sont quand même en souffrance. Ils sont jamais très hauts, ils sont souvent penchés. Et donc tu arrives à cette zone où maintenant il y a plus de sable au sol, quasiment plus d'arbousiers, encore quelques genêts. Et la lumière s'intensifie, parce que forcément tu as moins la couche de pin au-dessus de toi, et tu entends plus les vagues, et l'excitation monte. Les vagues vont-elles être belles? Là, on est dans le sable. Là, ça commence à être le cauchemar des petits-enfants. Je me souviens de ça quand j'étais petit. Quand on allait à l'océan, on était content d'y aller, mais c'était une corvée de devoir marcher dans la tête. Tu vois, il y a des traces de sanglier. Après avoir dépassé la dune grise, aussi appelée dune fixée, puis la dune mobile dite blanche, nous arrivons à l'avant-dune. Courant dangereux qui vous amène vers le large. Alors là, c'est une tentative d'explication de Bain. La plage de la Vache Morte est une plage non surveillée. Il ne faut donc pas s'y baigner. L'idée d'une Bain, de toute façon, c'est quoi? C'est comme une espèce de baignoire qui se remplirait petit à petit avec une sortie à un endroit où quand c'est suffisamment plein, ça se met à cracher d'un coup, quoi. Et c'est vrai que si tu te baignes à cet endroit-là, ça t'éjecte et puis tu paniques. Alors tu veux revenir vers le bord, donc tu te mets à ramer face au courant, ce qui est complètement stupide, parce que tu t'épuises et puis tu finis par couler et à te noyer. Donc l'idée, quand on est pris par un courant sur notre côte à nous, avec ces baïnes, c'est de se laisser partir, puisque le courant te ramène un peu plus loin, quoi. Et surtout, ce qui est important, c'est de regarder vers le large parce que les vagues arrivent et que si tu ne vois pas les vagues arriver, tu ne peux pas stopper ta respiration au moment où tu vas être mis sous l'eau. Et c'est là que tu te noies, quoi. Donc toujours être patient, faire des signes pour les gens au bord pour qu'on te voit, regarder quand même vers le large pour pouvoir te mettre sous les vagues quand elles arrivent et attendre patiemment que le courant te ramène. Il te ramène en général 5 ou 600 mètres plus au sud. Voilà, ne pas paniquer, surtout ne bien dire « Ah, ça c'est écrit !» Ne paniquez pas. C'est peut-être le bon conseil du panneau. Après, souvent, il n'y a pas deux baïnes qui sont identiques non plus. Il y en a des petites, des très grandes, il y en a qui font beaucoup de courant, d'autres non. Ça dépend de la taille de la houle, ça dépend de l'intensité des coefficients. Effectivement, c'est plutôt au moment où la marée
Voilà, c'est pas régulier une marée, c'est pas toutes les heures, ça monte un peu. En fait, une marée, ça dure 6 heures de montée, et ensuite 6 heures de descente, et ainsi de suite. Voilà, il y a donc 4 mouvements par 24 heures. Mais la marée, en fait, par exemple, la première heure, ça ne monte que de 1/12e. La deuxième heure, 2/12e. La troisième heure, 3/12e. Et ensuite, pareil, ça va décrescendo. La quatrième heure, 3/12e. La cinquième heure, 2/12e. Et la sixième heure, 1/12e. Donc tout ça, ça fait 12/12e. Et finalement, c'est un peu comme c'est une sinusoïde, quoi. C'est-à-dire que ça accélère, ça ralentit quand c'est en haut, ça réaccélère en descendant, ça ralentit quand c'est en bas. Ce qui fait que la moitié de la marée, c'est-à-dire la moitié de la quantité d'eau totale qui va monter, le fait sur les 2 heures centrales de la marée, c'est-à-dire la troisième et la quatrième heure. Donc ce moment-là, le courant, il est très très puissant, parce qu'il y a autant d'eau qui va rentrer sur ces 2 heures-là que sur les 4 autres de la marée. Allez, ça monte un petit peu là. Ça monte un petit peu dans le sable. Là, les pins, ils sont tout petits, on peut le voir, hein, on dirait des nains, des petits pins nains. Ils ont quand même réussi à faire des pignes, enfin des pommes de pin. Voilà, il y a encore un arbousier aussi, étonnant. Et puis là, on commence à avoir les premiers zoyas, les fameux sur lesquels il ne faut pas marcher. Alors ça, on est d'accord, il ne faut pas marcher dessus, mais je pense qu'on est capable tous, quand on marche hors sentier, de ne pas poser le pied dessus, juste poser le pied à côté, mais ça n'empêche pas qu'on puisse marcher dans les dunes, voilà. On entend bien la mer là, je sais pas si tu l'entends. Ronronnement puissant, ça c'est vraiment magnifique. Et là, en cette période de l'année, là, quand c'est très 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 fort, tu l'entends depuis ton lit, quoi, souvent. Si ta maison n'est pas trop isolée, bien sûr. Non, c'est chouette. Magnifique. Alors là, du coup, on doit être à peu près à mi-parcours, un petit peu plus. Et effectivement, on commence à voir la mer. Voilà. Donc on voit les dunes qui sont irrégulières, mais qui sont magnifiques. On sent qu'on est au sortir de l'hiver, parce qu'effectivement, le sable est assez haut sur les gourbets, justement. On voit qu'il a recouvert pas mal de végétation, parce que ça a reculé un peu. La végétation va repousser par-dessus, c'est pas du tout un problème. Mais c'est vrai que c'est très très beau. Hein. Petit mélange entre un désert avec une vue derrière de cet océan là, qui est vraiment le but de la traversée, qui gronde, qui est bleu, qui est beau. On voit le phare, le sémaphore. Normalement, on voit la dune du Pilat un petit peu qui dépasse des pins, mais là on la voit pas encore. Donc tu es entouré de beauté en fait quand tu es là. Le surf ici, malheureusement, c'est quelque chose qui est difficile à prévoir. Même avec les moyens de prévision météo actuelle, ça reste quand même très très aléatoire. Et voilà, après c'est beaucoup des tendances. Hein. Parfois tu vas avoir, il faut que le vent soit dans le bon sens, que la houle soit à la bonne taille, mais pas trop grosse. Donc ça souvent les vagues vont être présentes pendant 2, 3, 4 jours à la suite. Sur un temps anticyclonique avec du vent de terre, donc du vent d'est pour ici. Et après tu peux te retrouver dans des systèmes dépressionnaires où tu vas avoir du vent d'ouest, nord-ouest avec toutes les tempêtes de l'hiver et tu peux rester 3 semaines, 1 mois sans surfer, quoi. Voilà, donc c'est un peu c'est frustrant, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est frustrant, mais bon, ça t'offre aussi des choses assez exceptionnelles. Hein. Alors là, on commence à la voir, on commence à voir les premières vagues. Il y a quand même de la houle, hein, finalement. C'est quand même assez gros. Mais c'est magnifique, hein. Ça brille, le soleil est très bas. Ça commence à sentir. Ça sent bon les embruns. Ça sent bon le sel. Très très joli. Depuis l'avant-dune, nous nous dirigeons vers le haut de la plage. On est quasiment à la rupture de la dune où elle descend sur la plage. Je vise le point le plus haut et on s'installe sur ce point dominant pour pouvoir observer le plus au nord et le plus au sud possible. Voilà, pour couvrir un maximum de distance, pour voir où sont les vagues. Et
puis pour le plaisir aussi. Ça fait partie, voilà, on voit d'ailleurs il y a des pêcheurs là-bas avec des cannes à pêche, ils ne sont pas embêtés par le monde. C'est important pour surfer que le plan d'eau soit très très lisse. C'est un petit peu comme si on faisait du patin à glace sur une patinoire qui n'avait pas été rénovée, voilà, c'est pas agréable. Ou si on faisait de la Formule 1 sur un circuit de cross, quoi. C'est pas fait pour. Quand on arrive comme ça et qu'on voit l'état de la mer, on essaie de regarder là où les vagues déroulent. Voilà, parce que l'idée du surf, c'est pas de prendre une grosse mousse blanche et d'aller tout droit vers la plage. L'idée, c'est de réussir à suivre une vague du début de son déroulement le plus longtemps possible. Une vague, elle casse à un endroit et après, normalement, elle déroule vers un côté, soit vers la gauche, soit vers la droite. Et on appelle ça d'ailleurs une gauche ou une droite. Donc quand on arrive sur la plage, on essaie de distinguer le bon endroit pour surfer. Ce qu'on appelle donc un spot, l'endroit où il y a une vague qui déroule. En général, ces vagues-là, elles durent quand même plusieurs semaines. C'est souvent d'ailleurs dans l'entrée d'une baïne, par exemple, quand la baïne se remplit d'eau, voilà, la vague déroule le long du banc de la baïne. Ça, c'est plutôt pour des vagues de marée, mi-marée, voire marée haute. Et ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle des bancs de marée basse. Eux, c'est plutôt des droites d'ailleurs qui déroulent. Et c'est le banc qui en général est de l'autre côté de la baïne, qui forme un petit coin. Et là, les vagues sont souvent plutôt rapides et creuses, mais plutôt des droites. Voilà. C'est quand même un endroit les vagues sont toujours un petit peu les mêmes ici. Mais le problème, c'est que le sable est très 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 fin. Et il bouge beaucoup et il suffit qu'il y ait soit une grosse tempête, soit d'ailleurs certains disent un gros calme plat, c'est-à-dire avec pas de vague du tout. Et le courant fait son œuvre, il ponce le banc, il fait soulever le sable et il déforme le banc de sable. Ce qui fait que si tu fais pas de surf pendant 15 jours ou 3 semaines, que tu reviens pensant trouver le même spot, il peut avoir complètement disparu. Donc effectivement, tu dois repartir à la recherche d'un spot. Et ça, c'est quand même très très propre à notre pays, quoi. Dans les Landes, le sable est plus lourd, les spots durent plus longtemps, sont souvent mieux établis. Mais il y a beaucoup plus de monde aussi. Ici, c'est assez magique pour ça, c'est très très aléatoire. Voilà, c'est fabuleux l'océan, quoi. Quand tu en reviens, t'as le sel sur la peau, il y a vraiment un truc particulier à l'océan. Ouais. Cette passion pour l'océan, Fabien la partage avec son père. Sitôt qu'on a pu marcher, on était à la pêche, on était tout le temps avec les parents. Hein, le jeudi, il n'y avait pas personne à nous garder. Alain Argelas. Quand j'avais 13 ou 14 ans, quand j'ai commencé à travailler, qu'on était à pêcher à la Seine, à Pinance, on était 18 à bord. Moi, j'étais évidemment le plus petit, le plus jeune, à 14 ans. J'étais loin d'avoir la taille actuelle, alors qu'elle n'est pas grande déjà. Et voilà, donc c'était une ambiance formidable. La veille de partir, dans mes cours de la nuit, tellement qu'on était excités à l'idée d'aller à la pêche. Et ses deux frères. Toujours aller pêcher avec mon grand-père, avec mon père. Olivier Argelas. On allait souvent comme ça pêcher avec le week-end avec eux, parfois en semaine quand ils me gardaient, quand j'étais tout petit. Et Benjamin Argelas. Ça se rapprocherait plus d'un style de vie que d'un métier purement alimentaire. Parce qu'en fait, ça demande tellement d'engagement physique et mental. Parce que le rythme de vie, il est uniquement dicté par la météo et le poisson, quoi. C'était une escapade sonore avec Fabien Argelas. Donc là, ce gros blocos, il est au sud. Et donc c'est là on faisait, quand j'étais gamin, beaucoup de soirées avec un petit peu de bière et un feu et un barbecue. Proposé par l'Office de tourisme de Lège-Cap-Ferré. Production exécutive, narrative. Production déléguée, Vue du Cap. Fond documentaire, Portrait du bassin. Prise de son et réalisation, Cécile Cross et Emmanuel Glémet. Montage, voix et musique, Julia Griner-Abraham. Bon, maintenant c'est interdit de faire du feu sur la plage. Et en tout cas, c'est des souvenirs vraiment super.